Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Copyright L'Harmattan 2015. 5 à 7 rue de l'École Polytechnique, 75 005 Paris. www.harmattan.com. Diffusion.harmattan@wanadoo.fr. harmattan@wanadoo.fr. EANIPUB 978 2 336 73 528 3. Du même auteur. Du même auteur, chez le même éditeur. Activité physique et sportive d'un enfant bénéfice? Avantages? Vigilance? Quels seront les comportements et regards des parents? Octobre 2012. Activité gymnique de demain. Accueillir, entraîner, juger. Octobre 2011. Entraînement gymnique. La pratique de demain. Février 2010. Enseignement acrobatique. Comportement à l'entraînement et en compétition. Février 2006. Entraînement acrobatique au sein du cirque. De l'enfant à l'artiste. Juillet 2005. Remerciements. À Rosario Moral, Justo Ramirez Morarir Sarah. Sommaire. Couverture. 4e de couverture. Titre. Du même auteur. Sommaire. Introduction. Chapitre 1. Le coaching histoire, évolution rôle, fonctionnement. Chapitre 2. L'entreprise généralité les structures. Chapitre 3. Sport de haut niveau et entreprise point commun, analogie. Chapitre 4. Le sportif de haut niveau, le manager dans leur domaine. Chapitre 5. La programmation neurolinguistique. Chapitre 6. Les valeurs, les croyances, les états internes, la motivation. Chapitre 7. Un objectif c'est quoi? L'atteinte, les niveaux logiques. Chapitre 8. Gestion des conflits par le coaching. Chapitre 9. Moyens de réussite dans le sport et premier pont comprendre l'entraînement du sport de haut niveau, les axes de développement du sportif. Chapitre 10. Lien entre le coaching d'entreprise et l'application de l'entraînement du sportif de haut niveau. Chapitre 11. La retraite, l'évolution du salarié. Chapitre 12. Le manager, l'emploi doivent être de haut niveau. Chapitre 13. La communication interpersonnelle en entreprise. Chapitre 14. Différents managers. Chapitre 15. Manager coach. Chapitre 16. Coaching du sport de haut niveau dans l'entreprise, pourquoi place du coach point de vue. Chapitre 17. Gestion du temps. Chapitre 18. L'intelligence du sport de haut niveau au service de l'INT reprise. Chapitre 19. Le coaching du chef d'entreprise. Chapitre 20. Conclusion. Adresse. Introduction. Ce soir, le comité de direction réunissant tous les actionnaires où je vais présenter le bilan de l'année. Comment vais-je m'y prendre? Demain, le repas pour fêter le diplôme du dernier. Je dois absolument réussir ce dîner. Pour cette occasion, je m'habille comment? Ah oui, je dois absolument avoir une discussion cette semaine avec notre adolescente qui se comporte mal au lycée. Heureusement ou pas, nous ne sommes plus seuls aujourd'hui pour répondre à ces exemples de questions qui peuvent nous concerner. Un terme est aujourd'hui présent dans presque chaque domaine de notre vie. Il se définit comme un mot, un verbe, une fonction, un métier, le coaching. Nous le trouvons dans chaque secteur qui va occuper notre quotidien. Que ce soit l'aspect social, familial, personnel, professionnel, chacun d'eux peut un jour avoir besoin de l'intervention d'un coach. L'apparition de cette nouvelle fonction dans notre société fait émerger des dérives et des exagérations, mais nous ne nous attarderons pas sur ces dernières. La fonction réelle du coaching en entreprise sera notre thème principal, avec la valeur ajoutée qui sera l'analogie de l'entraînement du sportif de haut niveau en rapport au monde de l'entreprise. Nous n'analyserons que très peu le coaching dans sa technicité, ses étapes et ses plans d'action, mais nous accentuerons l'étude des ponts présents entre la préparation sportive de haut niveau et le monde de l'entreprise.
Le lien entre la préparation sportive de haut niveau et l'entreprise semble bien présent dans sa structuration, car tant dans le monde du sport que dans le monde de l'entreprise, la recherche du facteur performance est inévitable. Qui dit performance, dit comportement. Qui dit comportement, dit préparation, qui dit préparation dit analyse. Il nous est possible de décliner encore et encore. Chacun, chacune, a eu à un moment de notre vie l'occasion d'être admiratif face à un exploit sportif. Quelles que soient nos cultures, croyances, convictions, il nous est arrivé de rêver à ce moment où nous sommes le champion qui réalise le geste parfait, remporte un grand tournoi ou bat un record. La réussite existe également dans le monde professionnel et demande de mettre en œuvre tout ce qui est utile à cette fin. L'activité professionnelle sera moins porteuse de rêves, mais la réussite y est tout aussi valorisante et épanouissante. Dans ce cas, nous ne rêvons pas, mais nous permettons un accroissement de l'estime de soi et un gain motivationnel. Notre objectif est de parler du monde de l'entreprise, du monde du sport de haut niveau et des interventions de coaching dans une entreprise. En quoi la préparation sportive de haut niveau peut aider une entreprise dans une recherche du fonctionnement optimal, à l'image de la préparation du champion. Comment le coach peut amener par son accompagnement un changement de vision invitant à cette recherche du comportement de vainqueur. La scission ne sera pas automatique entre le rôle du manager, du cadre, du dirigeant et la place du salarié dans l'entreprise. Chaque univers sera visité à tour de rôle ou simultanément. Nous proposerons une approche directe entre les spécificités du sportif et un employé. Bien entendu, une entreprise ne doit pas être considérée comme un terrain de jeu où va se dérouler une partie de tennis. On ne joue pas dans une entreprise, on y travaille. On y développe son expertise et honore la confiance qui a été instaurée à la signature de notre contrat. Pensez-vous vraiment que le sportif de haut niveau dans sa préparation quotidienne s'amuse ? Ne pouvons-nous dire que son activité, certes ludique il y a quelques années, est devenue son métier ? Le quotidien du sportif de haut niveau n'est pas composé uniquement de moments plaisants et ludiques. Il y a également des moments de souffrance, de doute, de remise en cause, etc. Des points communs existent, et c'est ce que nous allons tenter de dévoiler. Nous serons aidés dans cette application par l'intervention du coach en entreprise qui tiendra son rôle d'accompagnateur vers le changement désiré, vers la performance, au même titre que le coach sportif. Manager, dirigeant et employé sont dans la même position que l'athlète de haut niveau qui doit être le meilleur de sa discipline, mais également dans la même position, selon le rôle dans l'entreprise, que le coach sportif qui doit tout mettre en œuvre afin que son équipe soit la meilleure. Donc, la question que nous posons est : pourquoi le coaching du sportif de haut niveau ne rentrerait-il pas dans le monde de l'entreprise ? Répondre à cette question va être l'objectif de cet ouvrage. Pour nous, la réponse est claire. Il est nécessaire qu'un regard attentif soit porté sur la transposition de la préparation sportive de haut niveau envers les acteurs présents dans une entreprise et ce au plus tôt. Cependant, cet ouvrage ne propose pas une formation aux thèmes qui vont être analysés. Chacun sera détaillé à divers niveaux de technicité et de fonctionnement, mais des éléments aidant à leur mise en œuvre seront absents, une formation n'étant pas notre volonté au travers de cet ouvrage. Libre à chacun d'aller creuser les thèmes qui lui semblent pertinents et judicieux dans la mise en application en entreprise. Nous voulons montrer l'évidence de l'importance du transfert et de l'adaptation de la préparation du sportif de haut niveau envers le monde de l'entreprise. Quel que soit le niveau de poste, cadre, dirigeant, manager, employé, chacun doit en bénéficier pour être réellement efficient et épanoui en trouvant du sens à son activité. Chapitre 1 : Le coaching, histoire, evolution, rôle, fonctionnement. Le coaching. Histoire. Du point de vue étymologique, le mot coach est ancien, très ancien. Ancien car nous l'attribuons à tort à la langue anglaise et même si ce mot est anglais, il vient du mot français coche, qui lui-même provient du hongrois koksi, qui définit une voiture transportant des voyageurs. Le cocher accompagne un voyageur vers une destination choisie par ce voyageur. Également très ancien car Socrate pratiquait à son époque le coaching. En effet, la maïeutique de Socrate consistait à proposer un questionnement feignant de ne pas connaître la réponse.
Par ce biais, il plaçait son interlocuteur face à une ignorance non identifiée et de là nous vient le fameux « je sais que je ne sais rien ». Cette maïeutique consiste à faire émerger un savoir inconnu en soi et que l'on ne peut trouver qu'en soi. Cela permet également de trouver ses propres solutions. Pour refermer cette page très ancienne mais néanmoins significative de l'origine du coaching, plutôt de l'accompagnement, précisons que le père de Socrate était un ouvrier sculpteur et sa mère une sage-femme. Il faut vraiment considérer le coaching comme l'accompagnement d'une personne dans un processus de changement, au travers de l'atteinte de son objectif. Il vient d'Amérique du Nord et apparaît en France de façon significative dans les années 1980. Avant cela, dans les années 1950, nous le trouvons notamment dans le domaine théâtral et lyrique se définissant comme l'accompagnement d'artistes. Sont présents ci et là de nombreux conseillers et mentors de stars américaines. Très utilisé dans le monde du sport, il prend dès lors toute son importance et rentre dans le vocabulaire commun. Il se différencie de l'entraîneur sportif par sa forte valence psychologique, en plus de l'aspect technique et physique. Apparition plus discrète mais directe dans le monde de l'entreprise, sa naissance remonte vers 1930 où Elton Mayo, 1881-1949, psychologue et sociologue australien, remet en cause par ses expériences les théories d'Henri Fayol, 1841-1925 et Frédéric Taylor, 1856-1915. De cette remise en cause sont posées les premières bases du coaching en entreprise. Elton Mayo par ses expériences met en avant le climat psychologique comme déclencheur de performance dans les entreprises. Notamment à l'issue d'une expérience à l'usine d'Hawthorne, États-Unis d'Amérique, démontrant que l'accroissement de la productivité des ouvrières ne dépend pas des conditions de travail mais plutôt de l'intérêt porté aux employés. Par ce biais, Elton Mayo marque une rupture avec le modèle de l'époque, le modèle taylorien, en favorisant au détriment de l'intérêt individuel, l'esprit d'équipe, la communication, l'écoute hiérarchique. Le taylorisme devait apporter l'émancipation. Le travail à la chaîne, l'époque des grandes masses ouvrières en a été tout autre et ne porte en rien quelques traces de libération. Le courant humaniste d'Elton Mayo s'oppose ainsi au management directif du taylorisme. Afin de mieux comprendre ce changement et par là les prémices du coaching d'entreprise que nous connaissons aujourd'hui, il faut revenir sur le phénomène de l'usine d'Hawthorne. Dans son étude, Mayo émet l'hypothèse que les employés ont pu se rendre compte qu'elles n'étaient pas de simples rouages techniques isolés et anonymes, mais de vrais individus formant des équipes solidaires. Étant impliqués directement par leur participation à une recherche en collaborant avec des universitaires, elles se sont senties valorisées, responsables de leur performance car on leur demandait leur avis avant d'introduire le moindre changement. Mayo en conclut que l'affectif et les émotions dans le travail sont importantes et ne doivent pas être négligées. C'est ce qu'il appellera la logique des sentiments. L'objectif de Mayo n'est pas de détruire et faire disparaître en totalité le taylorisme. Il tente simplement d'amener des facteurs de progrès. Il avance l'existence d'organisations informelles à l'intérieur d'organisations formelles, et que l'amélioration de la productivité passe par l'acceptation et la prise en compte de ces organisations informelles. Une piste principale sera l'importance à ce que la hiérarchie témoigne et porte de l'intérêt, en plus du respect, aux individus composant les équipes. Nous sentons ici l'importance que va avoir dorénavant l'aspect de la prise en compte de l'humain dans la gestion des entreprises. Il n'y a plus scission entre direction et les équipes. Les directions doivent maintenir et développer la cohésion des équipes, favoriser la motivation ainsi que l'implication personnelle dans les objectifs de l'entreprise. Pour résumer ce concept novateur, une bonne ambiance doit être maintenue dans l'entreprise pour son bon fonctionnement. Après cette étude, la divergence entre Mayo et Taylor est réelle. Taylor prône une motivation matérielle et un intérêt personnel en premier lieu pour un individu. Mayo, à l'inverse, met en avant que les ouvriers accordent de l'importance à la coopération et aux relations dans une équipe. Il préconise une implication des équipes dans l'organisation et avance fermement que le facteur organisationnel n'est plus prioritaire car il dépend du facteur humain. Mayo réfute-t-il complètement le taylorisme, ou se veut-il simplement comme un levier opposé à ce dernier sans être fondamentalement contre ? Il ne remet pas en cause que la raison au travail n'est que d'ordre technique,
Il soumet le bien fondé d'un fonctionnement permettant également aux gens de parler afin de se sentir reconnus. Pourquoi Taylor aurait oublié l'aspect humain? Et comment Mayo a tenté de faire comprendre les bénéfices et l'importance de la prise en compte de l'humain dans le monde du travail? Notre objectif n'est pas de répondre à ces questions, mais afin de vous inviter à y réfléchir, revenons un court instant sur ces deux courants de pensée. Pour Taylor, l'homme est inclus dans les données techniques de production, ce qui fait de lui un objet technique. La pensée tayloriste ne considère de l'homme que ce qui se rapporte à la production. Quand la pensée tayloriste analyse les gestes liés au travail, elle ne retient que les gestes utiles et calcule une allure qui par sa cadence éliminera tout autre geste. L'homme n'existe plus, il est un outil de montage, serrage ou distributeur de pièces, faiseur de carton. Le propre de la pensée technique est de regarder les choses en tant que moyen et non dans leur être. Ainsi, seul l'objet à fabriquer est connu de cette pensée, et ce car c'est elle qui l'a conçue tout en ignorant les choses et les hommes dans leur être. C'est pour cette raison que la pensée technique est étrangère à la réflexion morale. La technique ne peut se légitimer du seul fait de son efficacité. Elle ne trouve pas en elle-même sa propre finalité, et doit rester soumise au jugement moral. Qu'en est-il de la pensée de Mayo? Pour sa part, il constate la relation entre les conversations que lui et ses collaborateurs ont eues avec les ouvrières de l'usine d'Hawthorne et l'augmentation de la production. Il n'avance pas que ceci doit être une obligation morale, mais un moyen d'amélioration de résultats. Les détracteurs diront alors que porter de l'intérêt à un ouvrier pour qu'il produise plus est un comportement ambigu. Toujours selon les détracteurs, les résultats de cette expérience ne peuvent être significatifs car les ouvrières ont peut-être travaillé plus afin de continuer à l'avenir à participer à d'autres expériences et ainsi être valorisées pour leurs échanges et non en lien à leur production. Elles auraient été motivées par la recherche menée, et non spécialement par une meilleure productivité. Ceci a fragilisé les idées de Mayo. Ce qu'il faut retenir de la théorie de Mayo est l'idée que le respect des collaborateurs, la reconnaissance du rôle que joue chacun d'entre eux, ne découle pas de la conception d'un sujet humain doté d'une intelligence et d'une volonté, capable de voir par lui-même la meilleure organisation à adopter pour effectuer le travail qui lui est confié. Pour lui, ce serait une histoire affective avec des répercussions économiques. Dans sa théorie, la reconnaissance du rôle de chacun est la condition nécessaire à l'obtention de sentiments positifs propices à de bons résultats. Pour Mayo, l'origine des conflits naît dans la logique des sentiments des employés qui s'oppose à la logique des coûts et de l'efficacité des directions. Taylor et Mayo ont posé les premières pierres de la conception du management qui viendra par la suite. Taylor représente l'aspect organisationnel du travail, Mayo, le côté relationnel. De nos jours, il est fréquent et efficace de constater des managements qui ont trait aux tâches à effectuer, soit aux comportements qui ont trait aux relations, ou bien une combinaison des deux. Mayo a bénéficié d'un franc succès par son phénomène de consultation. Demander l'avis des gens va dans le sens du consensus social démocratique. La base est posée. Dans la continuité de ces deux personnages ayant marqué les bases du monde du travail, Abraham Maslow, 1908 à 1970, définit en 1940, grâce à sa pyramide, une hiérarchie des besoins qui met l'accent sur les caractères sociaux et leurs importances dans le monde de l'entreprise. En 1973, un universitaire canadien en sciences de gestion, Henry Mintzberg, 1939, démontre l'importance pour un dirigeant de pouvoir user de ses relations interpersonnelles pour s'informer et agir. Beaucoup plus proche de nous, à la fin des années 1980, Vincent Lennart est le précurseur du coaching en France. Ce nouveau métier pour l'époque va faire son apparition dans le monde de l'entreprise et se penche sur les problématiques rencontrées par les hauts dirigeants et les cadres. De nos jours, il peut concerner chaque unité présente dans une entreprise quel que soit le rôle, le rang, le niveau hiérarchique. Par extension naturelle et application, le coaching se décline maintenant en d'autres directions que sont le coaching de vie et le coaching scolaire. Sa présence dans le monde du sport est toujours présente et a également suscité une extension par la spécialisation en coaching mental pour sportifs. Aujourd'hui, nous sommes inscrits dans une société qui est partagée entre travaux et loisirs. Cette société reprend les deux pensées vues plus haut, revisitées et modelées par les générations passantes,
le rationnel qui réduit à la pensée technique, et l'affectif dans la recherche de plaisir et de relations. C'est dans cette société que de nombreuses entreprises font appel au coaching pour tenter de résoudre un dysfonctionnement humain, un changement d'attitude incompréhensible, une problématique particulière, de façon plus positive, faciliter une prise de poste, un départ à la retraite, etc. Rôle du coaching. À l'inverse de la psychologie clinique qui va se baser sur un passé pour tenter de faire émerger quels ont été les mécanismes amenant à notre situation actuelle, le coaching se base sur une situation actuelle qui va nous amener vers le futur. C'est un peu comme une personne souffrante qui va chez son médecin, psychologue ou coach. Deux possibilités. Le psychologue qui tente de déterminer et expliquer au patient comment le microbe est entré dans l'organisme et quels dégâts il a provoqués pour être dans cet état aujourd'hui. Autre possibilité. Le coach qui ne s'attachera pas à savoir comment est entré le microbe, mais plutôt quel est l'état de la personne aujourd'hui, et vers quel état désiré peut-il l'accompagner. En aucune façon nous ne plaçons la fonction de coach au même rang que celle du médecin. Nous prenons cette image afin de résumer le moment d'intervention temporelle d'un coach qui part d'aujourd'hui vers demain. Ce sont deux métiers proches et différents dans le même temps. Ils peuvent être complémentaires mais ceci n'est pas une obligation. Chaque situation étant différente, chaque réponse le sera également. Il n'existe aucune généralité dans les issues qui émergeront. Chacune sera propre à la situation, aux moyens. L'objectif à terme est d'intégrer des outils et des mécanismes en rapport au changement et à l'autonomie, afin de pouvoir avancer et évoluer. Le coaching donne une vision nouvelle à des situations, à des modes de pensée et à des comportements qui peuvent parfois se révéler être des freins. Pour cela, un levier fondamental sera la motivation. La subtilité d'un coaching sera le résultat de la mise en relation d'un coach et d'un coaché, qui avancent unis vers l'épanouissement du coaché. Ceci au travers de l'utilisation fine de la communication émotionnelle, intelligente. D'un point de vue éthique, la confidentialité, pilier de la confiance, sera une assise permettant toute franchise et plein épanouissement dans l'échange qui deviendra efficient, constructif, transférable. Le rôle du coaching est d'accompagner, de révéler des talents, il va être facilitateur. À l'inverse, le coaching n'a aucun rôle de conseiller. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.